Le Real Madrid s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse du Rayo, perdant au passage la première place de la Liga en faveur du FC Barcelone. Retour sur ce match pour le moins insipide du Real Madrid. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour un petit débrief post-match contre le Rayo Vallecano. Deuxième défaite pour le Real Madrid cette saison, après celle en Ligue des Champions contre Leipzig il y a maintenant une petite dizaine de jours. Et on va revenir sur ce match en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, salut tout le monde. Pas très très bien. J'avais déjà vécu un sale week-end. Le Real m'a fait vivre un sale début de semaine, donc ça pourrait aller mieux. Ton ressenti à chaud sur ce match, Rota, défaite 3-2 du Real Madrid contre le Rayo? Je suis très très énervé aujourd'hui, très très en colère. J'ai envie de les dézinguer tous un par un parce que c'était un vrai non-match. On s'est fait rentrer dedans, on s'est fait piétiner par le Rayo Vallecano dans tous les sens du terme parce qu'on a une équipe très agressive en face, une équipe pardon qui nous a marché dessus, mais qui nous a également marché dessus dans le jeu. Il y a eu une faillite collective, une faillite individuelle de pratiquement tout le monde, mis à part une seule personne. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais ouais, grosse déception parce que j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas eu envie de se battre à leur effet mondial ou non, je sais pas. J'ai même pas envie de leur donner cette excuse-là, mais en tous les cas, c'est très certainement la pire rencontre depuis un très très long moment et à coup sûr la pire depuis ce début de saison. Chronologie et bref, résumé de ce match. On a un Rayo qui démarre vraiment fort ce match, très agressif comme tu le disais. But dès la 5e minute de jeu, une défense du Real déjà pas net. On a un Real qui se fait franchement bousculer, éclater hein, pendant 30-35 minutes de jeu. Et puis là, il y a deux éclairs. Un penalty que Marco Asensio va bien chercher, but de Luka Modric. Derrière, quelques minutes plus tard, on a Eder Militao qui va se lever plus haut que tout le monde, mettre le coup de tête, marquer sur corner. Asensio, encore une fois, à la passe. Là, ça fait 2-1. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, tant bien que mal. Le Real s'en sort très bien. Le Real a lancé son match. A priori, on devrait se mettre dans le match et avoir plus de contrôle derrière. Bah non, on prend le deuxième juste avant la pause. 2 buts partout. Au retour des vestiaires, on se dit que peut-être Carlo Ancelotti va avoir les bons mots pour remotiver ses troupes, pour les motiver, parce qu'ils avaient jamais réellement, n'étaient jamais réellement entrés dans ce match. Et puis là, pareil, on est encore sur quelque chose de très mou côté Madrid. Le Rayo qui continue à faire son bon match. Et puis, il y a ce penalty à la 67e minute de jeu. Une première fois pas arrêté par Thibaut Courtois, mais à retirer parce que Carvajal était entré trop tôt dans la surface. Derrière, c'est transformé. 3-2 pour le Rayo à la 67e minute de jeu, quelque chose par là. Et puis en fin de match, on a un qui va pousser un petit peu. On a Rodrigo quand même qui a une énorme occasion pour revenir à 3-3 à la 89e minute de jeu, ce qui aurait pu d'ailleurs nous potentiellement nous donner une grosse fin de match parce que derrière il y avait 8 minutes de temps additionnel. Mais bon, finalement, il n'en sera rien. Défaite 3-2 du Real Madrid. Un match qui était difficile à regarder en Rota. Ouais, difficile parce que voir le Real se faire rentrer dedans, comme on le disait, c'est compliqué. Et puis voir autant de déchets techniques, franchement, ça faisait mal aux yeux. Il y a énormément de joueurs que j'ai pas reconnus. Mais ouais, il y avait pas grand-chose à retenir. Il y avait des joueurs un peu absents, invisibles. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau technique. On a eu des numéros de solistes. On a une défense aux abois. Enfin voilà, c'était vraiment une boucherie, mais dans le mauvais sens du terme. Autant face au Celtic, c'est une boucherie dans le bon sens, autant là, c'était une bouillie vraiment de football. Et encore une fois, comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'avais pas vu le Real comme ça. Et ouais, des matchs comme ça à regarder dès le lundi, c'est compliqué. Le coach du Rayo disait avant le match que l'absence de Toni Kroos était une bonne chose pour eux. L'Allemand a clairement manqué aujourd'hui. Oui, et pas que. Pas que. Effectivement, oui, au niveau du régulateur, on sait que Toni Kroos, c'est l'un des meilleurs dans ce domaine, dans le jeu. C'est quelqu'un qui garde le ballon, c'est quelqu'un qui arrive à alterner jeu court, jeu long. Et là, garder le ballon, c'est ce qui a manqué au Real. On s'est projeté beaucoup trop vite. On a vu Vinicius Rodrigo tenter des numéros de soliste, comme je le disais, tout au long de la première mi-temps. Et c'était absolument abominable à voir et c'est jamais passé. Donc oui, si on avait eu un catalyseur comme Toni Kroos, ça aurait fait du bien. Même chose si on avait eu un point d'appui comme les Karim Benzema, ça aurait fait énormément de bien dans ce match. Mais bon, je pense qu'il faut pas
faut pas s'excuser face aux absences. Je pense qu'on a aussi de très bons joueurs habituellement qui étaient présents dans ce 11 et c'est simplement que la majorité n'ont pas répondu présent dans ce duel. Au niveau des tops et flops, en commençant par le plus mauvais, là où il y a forcément plus de choses à dire. Ton flop, quelle est la performance qui t'a le plus fait saigner du nez ce soir? Je dois en dire qu'une là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Euh, alors, dans un premier temps, j'aimerais dire que les deux premiers buteurs, Modric et Militao, au moment où ils marquent leur but, sont les deux plus mauvais du match. Modric a été absolument à gerber aujourd'hui, et là, pour le coup, ouais, on a senti son âge, mais énormément de pertes de balles. Je pense il perd 4 ballons sur 3, en fait, il perd tous ses ballons. En première mi-temps, c'était le joueur qui m'a le plus marqué négativement. Mais après, Militao, pas de mots non plus pour sa prestation en première période. C'était insensé, c'était très très mauvais. Alors la palme, si on doit la donner, je pense que tout le monde sera unanime, c'est Ferland Mendy. Je pense que enfin tout ce qu'il faut pas faire dans un match de football, il l'a pratiquement fait sur l'ensemble du match. Euh, donc c'était archi mauvais. Valverde, je pense qu'on le voit apparaître pour la première fois à la 65e minute. Le reste, pendant les 65 premières minutes de jeu, s'il n'était pas sur le terrain, c'était la même chose. Enfin bref, Tchouaméni, ça n'a pas été mal, mais il a eu un début de match très très compliqué. De toute façon, le premier quart d'heure, vraiment les 15 premières minutes, ni plus ni moins, le Real s'est fait bousculer dans tous les compartiments et tout le monde était mauvais. Carvajal, son match, c'est pareil, c'est à vomir vraiment totalement. En plus, il est coupable du penalty. Ensuite, c'est lui qui rentre dans la surface quand Courtois l'arrête. Enfin, bref, c'est le genre de gars que tu as envie de frapper à la fin du match parce que tout ce qu'il a fait, c'était à dégueuler. Et puis après, bah, pareil, les deux Brésiliens devant, moi, ce qu'ils ont fait dans ce match, je comprends pas. Il y avait rien de footballistique dans ce qu'ils ont fait. C'était je pousse la balle, je tente de marquer, et puis si je peux en plus éviter de me faire toucher parce que je viens d'être sélectionné pour le mondial, bah c'est tant mieux. Ouais, c'était très très mauvais aussi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout le monde, hein, mis à part Asensio qui sauve sa peau, qui est le meilleur joueur du match. Et puis peut-être à la limite donc, un poil Chouameni et Alaba, mais pour lesquels je mettrais même pas la moyenne non plus parce que c'était pas flamboyant. Le reste, c'est moins de 3. Moi, j'ai mis moins de 3 à tous ces joueurs-là. Ouais, clairement, ouais. Ouais, de toute façon, Rodrigo Vinicius, on en revient encore une fois sur, surtout Rodrigo dans ce rôle de numéro 9. On l'a déjà dit, tu l'as déjà dit sur l'une des précédentes vidéos. À un moment donné, il faut foutre Mariano dès le début de match, puis voilà, il faut tenter quelque chose. Ouais, et surtout, c'est là où j'en vais à Ancelotti aujourd'hui, même si c'est pas lui qui joue, donc forcément, c'est pas non plus lui le responsable, mais il faut faire des changements plus tôt. Quand je vois que le premier changement, c'est un changement poste pour poste de numéro 6, quand on est en train de perdre, moi, je comprends pas. Et puis, les changements sont trop tardifs. Mariano, qu'il est que 12 minutes dans un match où offensivement, c'est le néant. Non, non. À un moment donné, c'est soit à la mi-temps, on prend des décisions et on sort Ferland Mendy qui est absolument pas dedans. À la 60e grand maximum, on change un des deux Brésiliens et on fait rentrer Mariano parce qu'il faut apporter quelque chose. Et puis, on peut se passer de ce double changement de latéraux à la fin du match qui rime à pas grand-chose. Enfin voilà, je suis pas spécialiste. Ancelotti a certainement des connaissances footballistiques meilleures que les miennes. Mais il y a quand même des choix qui laissent à désirer quand on voit la physionomie du match et ce que les changements ensuite ont apporté d'ailleurs. Non, mais après, il peut se tromper aussi, Carlo Ancelotti. Ce soir, force est de constater, évidemment, que c'est pas le premier coupable, mais bon, il n'a pas non plus réussi à motiver et à remotiver ses troupes, notamment en première période où finalement on s'en sort mais magnifiquement bien quand on revient au retour des vestiaires à 2-2, même s'il y a ce but qui est frustrant sur la fin de première période, être à 2-2 sur la première période après ce qu'on a montré, c'était déjà une bonne réussite et ça devait être justement des motifs d'espoir à se dire bon bah maintenant on va commencer à jouer et puis on va aller gagner ce match, mais même pas, tu vois. Donc c'est un vrai problème au niveau de l'attitude aussi ce soir. Au niveau des bonnes choses, tu l'as déjà souligné, Marco Asensio, qui confirme, hein, mine de rien, que même titulaire, maintenant, il commence à perf. Ouais, c'est l'une des satisfactions du moment. Je pense qu'il sera récompensé par une convocation mondiale. La liste de l'Espagne sort le 11, c'est-à-dire je crois que c'est jeudi ou vendredi.
Mais oui, il est en grande forme et je pense que s'il n'y avait pas d'énormes maladresses de la part de Rodrigo et Vinicius ces derniers temps, il serait déjà au moins une petite dizaine de passes décisives. Il doit être à 3-4, mais je pense qu'il y en aurait bien 5-6 de plus. Donc oui, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie au-delà de l'aspect statistique. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débauche d'énergie à droite, à gauche, quand il était en 9,5 également. C'est lui quand même des centres, c'est lui qui centre sur le but de Militao également sur le corner. Donc il y a beaucoup de satisfaction, il y a peu de déchets. Et forcément, en plus, parce que son match n'est pas non plus grandiose. Son match est bon, mais il n'est pas grandiose. Mais quand tout le monde est aux abois comme ça, bah forcément, il sort du lot parce que lui est le seul qui fait une prestation correcte. Donc oui, mais c'est forcément motif d'espoir pour lui parce que je pense qu'il prend confiance alors que le début de saison, bah, était un peu compliqué pour lui et selon les choix d'Ancelotti. Mais en plus, il est une valeur sûre en tous les cas en tant que 12 ou 13e homme éventuellement. Donc voilà, c'est bon pour le Real. Il faut aussi se dire que le mois d'octobre était très chargé, qu'il y a la Coupe du Monde et même si je pense pas que ce soit une excuse, mais ça peut aussi se comprendre. Voilà, il y a tout le monde qui est un petit peu fatigué, qui a la tête ailleurs et forcément, bah, ça permet à ce type de joueur d'émerger parce que lui, pour le coup, n'avait pas grand-chose à perdre sur ce dernier mois. Ouais, il a pas triché. Asensio, il a pas triché. Et ça s'est vu ce soir que lui a pas triché, contrairement à beaucoup d'autres. C'est Tchouaméni, je crois, qui disait il y a quelques jours que bah oui, ils pensent tous à la Coupe du Monde. Ils l'ont tous dans un coin de leur tête. Et en même temps, c'est difficile de leur reprocher, même si je sais, on va me dire l'argument de oui, mais le Real Madrid, c'est leur club, c'est le Real Madrid qui les paye. Mais une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, donc ils ont pas envie de manquer. Et quand tu vois que bah oui, ces dernières semaines, tu as quelques mecs qui sortent du terrain en pleurant parce qu'ils vont manquer cette échéance-là, on peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir dans un coin de leur tête. Après, de là à sortir une perf comme ce soir, là, on est quand même sur un tout autre On est niveau. d'accord. Bref, au niveau des enseignements, toujours pas de clean sheet non plus, de clean sheet. Ça devient un peu inquiétant quand même défensivement. Ouais, c'est inquiétant défensivement. Et puis surtout, dans les 4 derniers matchs, je crois que c'est 3 matchs sans victoire. C'est quand même un pauvre bilan sur la fin. Le Real perd des points. Le Real, après avoir gagné le Classico, se retrouve à 2 points du Barça. C'est dire quand même si on a perdu des points ces derniers temps. Donc attention, la Liga n'est pas terminée comme on le disait il y a un mois ou un mois et demi où on se voyait déjà absolument champion sans aucune rivalité. Il n'y a absolument rien de fait. Il y a des échéances qui vont arriver post-mondial pardon, qui vont être très compliquées parce que les joueurs ont certainement un peu de fatigue. Il peut y avoir des joueurs blessés également. Et il y a des échéances importantes qui vont arriver, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Il y aura la Coupe du Roi qui va s'agrémenter également à ça. On ne connaît pas non plus comment va se dérouler la Coupe du Monde des clubs, mais ça sera peut-être une date en début d'année. On n'en sait rien pour Mois de le mars moment. Donc normalement, plutôt. voilà. Donc en tous les cas, c'est des matchs supplémentaires qu'il va falloir gérer. Donc attention. Je pense il fallait faire le plein de points. On l'a pas fait. Attention à pas le regretter. Le Barça aura moins de compétitions à jouer et en tous les cas des compétitions moins importantes. Donc il n'y a rien de fait à aucun des niveaux. Donc j'espère qu'on saura réagir vite, mais évidemment après le mondial, même s'il reste encore 2 matchs, j'espère que le Real va quand même se réveiller un petit peu et pas finir de sale manière avant le mondial son parcours en championnat. Ouais, t'as raison. Tu mets bien t'as raison de mettre le doigt dessus parce qu'effectivement, là, on va laisser le Barça partir sans doute à la Coupe du Monde en étant leader, alors que voilà. Mais bon, eux, ils réussissent à gagner justement. Ils réussissent à gagner ces matchs-là que nous, là, on est en train de ne pas gagner. Et tu le disais, tu as raison, le mois de janvier va être monumental hein, pour le Real parce qu'il va y avoir la Super Coupe d'Espagne. Mais même en Liga, on va taper du gros. On va enchaîner Villarreal, Valence, l'Athletic Bilbao et puis la Real Sociedad. Rien que sur le mois de janvier. Donc, avec toute le point d'interrogation qui existe déjà par rapport à la Coupe du Monde, tu as raison de noter que c'est vraiment pas une bonne affaire que de lâcher des points comme ça juste avant le mondial. Exactement, ouais. Surtout qu'il y aura entre 10 et 20 jours de repos pour l'ensemble de ces joueurs après la Coupe du Monde. Ça fait pas beaucoup, sachant comme tu l'as dit, oui, j'avais oublié aussi la Super Coupe d'Espagne. Ça veut dire que on aura donc 5 compétitions à jouer à partir de janvier. Et c'est colossal, c'est énorme, on se rend pas compte, mais c'est d'énormes débauches d'énergie. Donc l'effectif, on l'a, ok. Mais par contre, on voit que quand il y a un ou deux tauliers qui manquent, le Real a du mal quand même à résister aux assauts adverses et a aussi également du mal à marquer. Donc attention, voilà, c'est juste l'enseignement pour moi, c'est un gros panneau attention en se disant voilà, il y a rien de fait et pas se voir trop beau. Quelque part, ça peut aussi
venir comme une défaite pleine d'enseignements. Et j'espère que ce sera le cas dans les têtes. Ouais, t'as raison. Non, mais bien sûr, on se vantait sur le début de saison de réussir à gagner sans Courtois, réussir à gagner sans Karim Benzema, mais entre gagner un match par mois sans Karim Benzema et devoir jouer un match sur deux quasiment sans Karim Benzema, là, c'est pas la même chanson. Et là, c'est aussi la question de est-ce qu'il faut recruter un neuf cet hiver qui va pas, je pense, mais qui devrait se reposer à nouveau. Donc bon, on verra bien. D'autant plus qu'il y aura encore plus d'incertitudes par rapport à la forme de Karim Benzema sur l'après-mondial. Enfin, ouais, bref, c'est pas forcément tout n'est pas forcément ouvert. Un mot sur l'actu, le tirage au sort, la Ligue des Champions, Liverpool encore une fois pour le Real Madrid. Ça t'inspire quoi? Compliqué de dire de dire ce que ça m'inspire parce qu'encore une fois c'est dans 3 mois. Je crois que c'est Philippe Goguet de Culture PSG qui le disait et que c'était assez paradoxal cette année, c'est que le tirage au sort pour les huitièmes de finale est plus loin du huitième de finale en lui-même que du début de la saison pour les clubs. C'est Ouais. dire, c'est-à-dire qu'il y a il y a plus de temps entre le prochain huitième de finale qu'il ne s'en est écoulé depuis le début de saison. Donc, quels enseignements tirer, on ne sait pas. Liverpool a fait un très mauvais début de saison, mais commence à avoir un très gros regain de forme en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il en sera après la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'il en sera dans 3 mois? Quels enseignements tirer? C'est un gros tirage pour le Real, évidemment. Il y a un retour à la maison, donc c'est toujours mieux à prendre. Mais c'est très, très compliqué d'avoir un avis. Je pourrais dire oui, je suis confiant parce que le Real ne doit pas avoir peur de qui que ce soit. Mais voilà, ça serait simplement le petit côté madridista un peu fier qui me ferait dire cet argument tous les ans. Mais je sais pas quoi en penser. Je pense qu'on aura un peu plus de vérité et de certitude autour de janvier, février. Mais pour le moment, c'est un peu tôt. Ouais, complètement d'accord. C'est très très loin encore cette double confrontation. Match aller le 15 février et le retour c'est la première semaine du mois de Le mars, il me 22, je semble. crois, ouais, un truc comme ça, le 22 22, je mars? crois. 22 mars? Non, non, c'est février, je crois. Ah d'accord. Bon, je sais plus. Parce que Je sais plus. je crois que Paris joue le 14 et le 23. Donc nous, si on joue le 15, on joue le 22, en théorie. Ah Peut-être que je d'accord. dis des bêtises. En tout cas, l'aller, c'est le 15, c'est sûr. Peut-être que je dis une bêtise sur le retour, mais il me semble que c'est ça. Ok, parfait. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire après ce match face au Rayo qui a fait perdre la tête du championnat au Real Madrid. Merci Rota, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Merci à toi. comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Faites-nous part, vous, de votre ressenti après ce match, vos top et flop. Sur ce, passez une bonne soirée et puis on se retrouve très vite sur Alphonse. Allez, ciao.